Bonjour à tous, eh bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Brieux qui est spécialiste en Blitz et que vous connaissez sous le nom de Gros Chat sur différentes plateformes. Alors aujourd'hui Brieux, tu vas nous parler d'une ouverture russe qu'on a décidé d'appeler la suédoise. Voilà, je te donne la parole pour que tu nous présentes tout ça. Salut Olivier, bonjour à tous. Aujourd'hui, comme l'a bien introduit Olivier, on va parler des ouvertures russes au nord et plus particulièrement de celle qu'on appellera la suédoise, qui est sûrement l'ouverture la plus classique. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, là on va parler exclusivement du front nord de la Russie. Donc on ne va pas du tout regarder tout ce qui se passe au sud. Donc on considère que Moscou va interagir sur le sud, donc ne va pas venir à Saint-Pétersbourg. Pour simplifier l'explication, je dis que tout le monde tient au sud, mais bien entendu, il va se passer autre chose. On verra ça dans d'autres vidéos. L'ouverture suédoise, en fait, sa logique est assez simple. C'est-à-dire qu'on va aller prendre la Suède, ou en tout cas, on va chercher à prendre la Suède dès la première année pour faire un puissant en or du côté de la Russie et pour remobiliser à Saint-Pétersbourg. Et donc d'essayer de conquérir la Russie à terme. Les défauts de cette alliance-là, en fait, sont assez simples. C'est qu'en étant en Suède, on est assez exposé à l'allemand et à l'anglais qui, s'ils s'entendent, risquent de nous écraser. Donc la difficulté, c'est de trouver un allié par la suite, soit l'anglais, soit l'allemand, pour essayer de se maintenir en Scandinavie et, si possible, se développer encore plus. Donc techniquement, elle est assez simple. Donc on ouvre en bot avec du coup l'idée de prendre la Suède dès la première année. On peut avoir une variante en ouverture en Finlande aussi, ça peut être envisagé. Tactiquement, c'est un petit peu moins fort, on y reviendra sur le coup de l'automne. Pourquoi? Donc partons en bot pour l'instant. On imagine une ouverture assez classique en allemand qui rentre au Danemark avec sa flotte et qui coulisse à Kiel. Et côté anglais, un anglais qui va assurer la Norvège, donc qui envoie 2 flottes au nord, en Scandinavie. Vraiment quelque chose de très commun à ce niveau-là. Donc on se retrouve à l'automne dans une situation comme celle-ci, donc avec 2 flottes anglaises qui vont prendre la Norvège a priori, une flotte allemande au Danemark et donc une flotte russe en bot qui va pouvoir prendre la Suède de son côté. Alors là, c'est la question qu'on se pose souvent. Est-ce qu'on risque le Boons Danemark-Suède, qui quand même est assez fréquent, enfin, selon les cas de figure, mais voilà, qu'est-ce que tu penses de Alors, ça? Et puis j'ai une autre question, c'est que là, tu as décidé de ne pas bouger Moscou. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? alors là, c'est purement un scénario Moscou, on a dit qu'on ne considérait pas. Donc Moscou, en règle générale, va plutôt intervenir au sud dans ce genre de version, donc en allant en Ukraine. Là, c'est juste pour simplifier, on n'a pas présenté le mouvement de Moscou, c'est juste une simplification. Concernant le Danemark, effectivement, c'est une possibilité qu'ils viennent bouncer la Suède la première année. Alors la question, c'est quel est l'intérêt pour l'Allemand de le faire? L'intérêt pour l'Allemand, c'est d'empêcher le Russe de se développer de trop. Son désavantage à faire ça, c'est qu'en règle générale, ça va donner des chances à l'Anglais de prendre la Suède, alors que s'il laisse Suède aux Russes, il y a beaucoup de chances qu'en remobilisant une flotte à l'hiver, il puisse reprendre la Suède à la fin de l'année prochaine. Donc c'est pour lui, ça rajoute une difficulté pour prendre la Suède. Donc à long terme, pour l'Allemand, s'il a pardon, comme objectif de prendre la Suède, c'est plus simple de la laisser aux Russes et de la prendre la deuxième année. Après, c'est un coup qui peut se faire par contre dans d'autres circonstances, notamment si le Russe est très fort au sud. Donc, par exemple, s'il est rentré en Galicie et que l'Autrichien lui a laissé la Galicie, ou s'il a envoyé une deuxième armée contre l'Allemand, donc soit Varsovie en Silésie, soit Moscou vers le nord. Donc, dans ce cas-là, le Bunds peut être plus intéressant parce qu'on va ralentir le Russe qui est notre adversaire direct. Donc, soit une Russie trop forte, soit une Russie très engagée contre l'Allemagne, on bounce, sinon on n'a pas de raison de se fâcher avec le Russe dès à présent. En tout cas, on pourra reprendre la Suède plus tard, donc c'est pas urgent. Voilà. Et puis surtout que ça donnerait trop d'avantages à l'anglais. Donc c'est rarement bon qu'en allemand d'avoir un anglais trop fort, parce qu'on est quand même une des cibles potentielles de l'anglais. Surtout s'il prend la Suède, il va être assez dirigé contre nous. Côté russe, on a quand même une petite option tactique qui peut être sympathique si on a peur que l'allemand bounce en Suède, c'est de partir en Baltique et donc de menacer 3 centres allemands, peut-être si on compte la Suède du coup, directement. Donc ça peut faire très mal à l'allemand si l'allemand vient en Suède, parce que lui se retrouve avec le Danemark dégarni et une flotte qui l'emmerdera assez profondément en Baltique. Par contre, le désavantage, c'est que ça ne fera pas plus un tout de suite, donc on ne pourra pas mobiliser, et donc ça sera un départ un peu plus long. Et bien, si par ailleurs on prend la Roumanie, on peut arriver à se développer quand même dans cette situation-là, donc c'est un coup tactique qui peut se voir, et donc c'est pour ça aussi que l'ouverture en Finlande est moins forte, parce qu'elle empêche ce coup tactique-là. D'accord.
Donc, à l'hiver, on va se retrouver dans une situation à peu près comme celle-ci. Donc, on va remobiliser de notre côté une armée à Saint-Pétersbourg. Alors, pourquoi une armée? Parce que c'est un peu plus flexible en règle générale qu'une flotte, notamment pour aller combattre l'anglais en Norvège, parce que ça permet à la fois de couvrir la Finlande, donc ce qui permet soit d'une part d'empêcher l'anglais de rentrer en Finlande, ce qui après, s'il lui passe en Finlande et met une flotte, pardon, en Norvège, il va nous prendre soit Saint-Pétersbourg, soit Suède assez facilement, parce qu'on aura 2 unités directement bien placées contre nous. Et si l'anglais ne le fait pas, ça permet aussi de faire coulisser une armée à Moscou, s'il y en a une, à Saint-Pétersbourg, pour forcer la Norvège. Donc c'est 2 options tactiques. Et ça permet aussi d'aller en Finlande pour soutenir la Suède et au moins renforcer la Suède. La Suède, c'est ça, pour éviter qu'elle tombe aux mains de l'Allemand. Donc, on peut dire Tactiquement, que tu déconseilles le réarmement d'une flotte en côte nord à Saint-Pétersbourg à ce moment-là. alors, la flotte en Côte-Nord, ça peut s'envisager aussi. C'est très anti-anglais comme mobilisation. Donc, ça va être toute la difficulté après à trouver. C'est qu'on va avoir tendance à chercher un allié entre l'anglais et l'allemand à ce niveau-là. Et donc, pour que ça fonctionne, une flotte en Côte-Nord, il faut arriver à la sortir, donc au moins l'amener dans les barrants. Donc, pas que l'anglais ait peur tout de suite, parce que si on met une flotte, il va risquer, en général, il va juste aller bouncer les barrants et nous empêcher de la sortir. Et même si on y arrive, on est tout de suite orienté vers l'anglais et on ne pourra jamais faire demi-tour pour retourner contre l'allemand. En tout cas, très difficilement. Mhm. Donc, c'est très engagé. Tactiquement, je trouve ça un peu moins fort, mais ça peut s'envisager dans certains cas de figure aussi, notamment si l'Allemand a donné des signaux pro-russes. Alors, c'est le moment que je posais une question par rapport à des choses que j'ai souvent entendues. Est-ce que tu penses que la prise de Saint-Pétersbourg est quelque chose de très gênant pour le Russe, finalement, ou est-ce qu'on peut l'accepter en fonction des contextes? Alors, Saint-Pétersbourg et la Suède, d'ailleurs, tout le front nord pour la Russie, c'est pas son front principal, dans le sens où elle a finalement assez peu à gagner au nord, parce qu'il y a Suède, Norvège et Saint-Pétersbourg quand même, donc il y a 3 centres, alors qu'au sud, elle a déjà 3 centres à elle, et plus tous les Balkans et l'Autriche qu'elle peut conquérir. Pour moi, le front principal russe, il est clairement au sud. Le nord est un plus, on va dire, donc c'est bien si on y arrive à y vivre, mais si on perd la Suède et Saint-Pétersbourg, c'est pas forcément gênant. Le seul cas problématique qui peut arriver, c'est s'il y a une armée à Saint-Pétersbourg qui, dans ce cas-là, menacera Moscou. Et là, ça nous force à défendre Moscou en plus. Tant que Saint-Pétersbourg est perdu, mais si c'est une flotte, par exemple anglaise, qui l'occupe, c'est pas très gênant. Pour le Russe, il pourra se développer au sud et même gagner la partie au sud sans avoir besoin de conquérir le nord. Surtout sur des parties un peu courtes en 7 ans, où finalement les écarts d'unité ne sont pas si grands que ça, donc on peut se permettre de perdre le nord. Voilà, c'est ça, d'autant plus effectivement sur des parties. Alors ça dépend du style de jeu aussi, dans des styles de jeu assez français, où l'équilibre des forces est une notion importante, où donc on a souvent des parties très équilibrées qui vont se finir à 7, 8, 9 centres. Même si le privé de 2 centres au nord, on peut, si on arrive à écraser l'Autriche, finir facilement à 8 ou 9 centres et donc gagner la partie. Très bien, bah, je crois qu'on a fait le tour de l'ouverture suédoise. Merci Brieux. Et puis donc, si vous avez des commentaires sur cette ouverture, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci à tous et on se retrouve pour de prochaines ouvertures. Salut!